Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Club Math de cette semaine. Avant de commencer de présenter le conférencier, je vous inviterai tous et toutes à ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons accueillir M. Józef Polterovich, qui va nous donner une conférence intitulée Gauss et Weil, une rencontre entre la théorie des nombres et la géométrie spectrale. Bonne conférence. Merci et merci pour m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui apparaît de façon un peu surprenante dans les deux domaines qui sont a priori pas reliés. Et je présume que vous avez, peut-être la plupart de vous ont déjà entendu qu'est-ce que c'est la théorie du nombre. Et peut-être moins entre vous a déjà entendu qu'est-ce que c'est la géométrie spectrale. Donc en particulier, je vais vous expliquer un peu de quoi porte ce domaine de mathématiques. Donc, OK, je pense que ça fonctionne comme ça. Donc, avant de parler de la géométrie spectrale, je voudrais vous faire un rappel très rapide de qu'est-ce que c'est le spectre. Donc, je vais parler d'un cas très simple que vous avez probablement vu dans un cours d'algèbre linéaire. Donc, le spectre d'une matrice symétrique. Alors, considérons une matrice symétrique dans Rn. Nous savons que cette matrice possède n valeurs propres réelles qui sont comptées avec les multiplicités. Donc, alors, si deux valeurs propres coïncident, elles sont multiples. Et n vecteurs propres qui forment une base orthogonale. Donc, je vais vous montrer un exemple qui montre ça. Donc, considérons cette matrice symétrique 3 fois 3. Et par un changement de coordonnées, on peut le transformer en une matrice diagonale. Donc, c'est une matrice diagonale avec les valeurs moins 2, 3 et 6 sur les diagonales. Et ces valeurs sont les valeurs propres de notre matrice. Et les vecteurs propres correspondants, donc c'est un calcul qu'on peut faire, sont donnés ici et ils satisfait les équations des vecteurs propres. Donc alors, l'application de notre matrice à ces vecteurs nous donne le même vecteur multiplié par les valeurs propres. Et ici, on peut vérifier par un calcul explicite que ces vecteurs propres sont orthogonales comme vecteurs dans R3. Donc, ça, c'est une notion de spectre qu'on utilise dans l'algèbre linéaire et il est applicable aux matrices. Mais on peut le généraliser dans le contexte des opérateurs différentiels et je vais vous expliquer encore une fois sur un exemple très simple comment on peut le faire. Mais avant, je voudrais parler un petit peu de la motivation. Donc, d'où vient la motivation pour la théorie spectrale? Et la motivation vient de la physique. Et peut-être le phénomène qui est le plus simple à décrire, c'est le phénomène de vibration d'une corde. Donc, alors imaginez un corde de guitare ou d'un autre instrument musical de longueur L. Donc, voici un exemple. Est-ce que tout le monde sait comment on appelle un tel instrument? C'est quoi ça? Vous le savez? Darbuka. Pardon? Sitar, sitar. C'est une balalaïka, en effet. C'est relié à les instruments que vous avez dit, mais c'est une balalaïka, c'est un instrument russe, comme peut-être vous pouvez deviner en regardant le dessin. Et donc, mais pour le but de notre théorie, la seule partie qui est importante, que nous avons des cordes, et ces cordes sont bien attachées aux extrémités. Et pour simplifier le calcul que nous allons faire, on va supposer que la longueur, L, est égale à pi. Donc, la question qu'on veut comprendre est comment trouver les fréquences des sons
qui sont émus par cet instrument. Et pour répondre à cette question, on va considérer un problème qui s'appelle le problème de Sturm-Liouville. Donc, c'est un problème spectral en une dimension. Donc, une corde, c'est un objet d'une dimension spatiale. Et on va considérer le cas d'un problème de Sturm-Liouville très simple. Donc, c'est un problème moins U de prime égale lambda U, où U, c'est l'amplitude de vibration de notre corde, avec les conditions limites U de 0 égale U de pi égale 0. Et le problème de Sturm-Liouville vient de l'équation des ondes. Donc, évidemment, je ne veux pas faire toute la dérivation, mais c'est ce qu'on obtient si on utilise l'équation des ondes. Et vous pouvez remarquer que l'opérateur différentiel moins la deuxième dérivée, c'est l'analogue de la matrice symétrique que nous avons vu dans l'exemple précédent. Donc, alors, on veut trouver les vecteurs propres de cet opérateur. Dans ce cas, ce n'est pas les vecteurs, ce sont les fonctions. Et la différence principale est que maintenant, l'analogue de Rn, c'est un espace de fonctions propres de dimension infinie. Donc, alors, ce n'est pas un espace de dimension infinie, mais c'est un espace de dimension infinie, un espace fonctionnel. Donc, comment on peut résoudre cette équation? En effet, dans ce cas, quand nous sommes en dimension 1, on peut faire tout explicitement. Donc, on peut trouver les solutions. Les solutions sont juste les fonctions sinus kx pour k naturel. Et les valeurs propres correspondantes sont les carrés des nombres naturels. Donc, ça, c'est clair parce que quand on applique la deuxième dérivée à sinus kx, on obtient exactement, moins deuxième dérivée à sinus kx, on obtient exactement k carré sinus kx. Et une remarque physique qu'on peut faire, que les fréquences, les vraies fréquences des sons, elles correspondent aux racines de lambda k. Donc, racines de lambda k, on peut voir que ce sont les nombres naturels. Et un corollaire qu'on peut faire est que les instruments à cordes sont harmoniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fréquences des partiels sont les multiples entiers de la fréquence fondamentale. Donc, dans notre exemple, la fréquence fondamentale est égale à 1. Les partiels, les fréquences partielles sont données par les nombres naturels 2, 3, 4, etc. Et ils sont tous proportionnels par un facteur entier à la fréquence fondamentale. Et à cause de ça, donc du point de vue musical, on peut entendre les sons purs pour les instruments à cordes. Donc, on peut dire quelle note est émue par un instrument à cordes. Donc, maintenant, considérons un problème plus compliqué. Considérons le problème de vibration d'un tambour carré. Et vous pouvez peut-être se poser la question, est-ce qu'un tel tambour existe? Oui, ça existe. Par exemple, à Pérou, il existe des tambours de forme carrée. Donc, nous sommes plus habitués à tambour rond, évidemment, mais le tambour carré aussi parfaitement existe. Et dans ce cas, le problème de Sturm-Liouville est remplacé par un problème spectral pour un opérateur de deux variables spatiales. Donc, maintenant, nous sommes sur le plan. Et cet opérateur est appelé le Laplacien. Vous êtes peut-être habitué à un Laplacien comme une somme de deuxième dérivée, et c'est vrai. Donc, l'opérateur qui est souvent utilisé en géométrie spectrale, c'est un Laplacien qui s'appelle le Laplacien d'un géomètre. C'est un Laplacien avec un signe négatif avant
la somme des dérivés. Et peut-être c'est un petit peu contre-intuitif, mais en effet, du point de vue spectral, cet opérateur avec le signe négatif est l'opérateur positif. Et en particulier, il est positif parce que ses valeurs propres sont positives, comme vous allez voir. Et donc, alors, on veut résoudre le problème spectral pour cet opérateur. Et ce problème spectral est appelé le problème à valeur propre de Dirichlet. Et le problème de Dirichlet correspond à condition limite suivante. Donc, alors, on cherche une fonction uxy qui satisfait le problème à valeur propre pour le Laplacien dans un domaine oméga. Dans notre cas, domaine oméga, c'est un carré du KTP, avec les conditions frontières à 0, donc U sur 2 oméga est égal à 0. Donc, pourquoi ces conditions frontières? C'est la même idée que pour la corde. Donc, U correspond à l'amplitude. Et comme le pot de tambour est bien attaché aux extrémités, l'amplitude sur la frontière est égale à 0. Donc, les conditions de Dirichlet correspondent à une vibration d'une membrane attachée. L'idée de résoudre ce problème est de réduire le problème à un problème d'une dimension. Donc, alors, on va séparer les variables. C'est un truc qui est très important en équation différentielle. Donc, alors, on va chercher la solution uxy dans la forme de produit des solutions. Donc, alors, on va considérer deux fonctions, v et w. Chaque fonction s'annule en 0 et 1 pi. Une fonction dépend de x, une autre fonction dépend de y. Et donc, on prend uxy comme le produit de ces deux fonctions et on va essayer de trouver les solutions de notre problème comme une fonction de ce type. Et les raisons pourquoi nous sommes si optimistes que ça va fonctionner, parce que le carré, c'est un produit de deux intervalles. Et donc, alors, géométriquement, on peut espérer que les variables se séparent bien. Alors, si on met cette fonction dans le problème de Sturm-Liouville, on peut remarquer le truc suivant. Alors, si les fonctions v et w sont les solutions du problème de Sturm-Liouville pour l'intervalle, ça veut dire pour la corde vibrante que nous avons déjà considérée, avec les valeurs propres lambda avec indice V et lambda avec indice W. Dans ce cas, en mettant ces solutions dans notre équation, donc alors en appliquant le Laplacien, on peut remarquer par un calcul très simple que nous allons avoir une somme des valeurs propres lambda V et lambda W appliquée à la même fonction V de X, W de Y. Donc alors nous avons gagné, nous avons obtenu le résultat suivant. Donc qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu que les produits de solutions pour une corde vibrante sont les solutions du problème de Dirichlet pour le carré et que les valeurs propres du problème de Dirichlet sont les sommes des valeurs propres pour une corde vibrante. Et donc, voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc, on peut encoder chaque valeur propre par des entiers positifs Mn. Et les valeurs propres correspondants sont les sinus, sinus Mx, sinus Ny. Vous pouvez poser la question, pourquoi je prends seulement les entiers positifs? Pourquoi pas négatifs, par exemple? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question?
Si je prends, disons, M négatif, comment ça change ma fonction propre? Je remplace M par moins M, par exemple. Qu'est-ce que se passe de sinus mx si M est remplacé par moins M? Ça met un moins en avant. C'est ça. Donc, ça va avoir un moins en avant. Ça veut dire que vous allez avoir la même fonction propre, mais multipliée par moins 1. Mais donc, vous êtes exactement dans le même espace propre. C'est comme quand vous avez un vecteur propre. Le vecteur propre n'est pas uniquement défini. Si vous multipliez un vecteur propre par une constante, c'est toujours le même espace propre. La même chose ici. Donc, alors, les Mn négatifs vous donnent exactement le même vecteur propre. Donc, alors, ce n'est pas nécessaire de le compter. Et pour Mn0, votre fonction propre est identiquement nulle, parce que sinus de 0 est égal à 0. Et encore une fois, on exclut les zéros parce que les fonctions propres sont par définition non nulles. Et donc alors, on compte seulement les sommes des carrés de nombres positifs. Ça, c'est quelque chose qui sera important un petit peu plus tard dans l'histoire. Et on peut calculer les premières valeurs propres. Les premières valeurs propres sont 2, 5, 5, 8, 10, 10. Donc, pourquoi? Donc, 2 vient de m égale 1, n égale 1. Les 2, 5 viennent de m égale 1, n égale 2 ou m égale 2, n égale 1. Vous notez que quand j'interchange mn, j'obtiens une autre fonction parce que j'interchange x et y. Donc, d'où vient 8? Qui peut dire d'où vient 8? M égale N égale 2. Exactement. Okay. Et donc, une remarque qu'on peut faire tout de suite. Donc, est-ce que le tambour carré est harmonique? Qu'est-ce que vous pensez? Non, parce que 5, c'est pas un multiple. Mais rappelez que ce n'est pas les valeurs propres, mais c'est la racine carrée de valeurs propres qui sont importantes. C'est ça? Donc, alors, les fréquences fondamentales, c'est racine de 2. Et donc, la réponse est non, parce qu'on peut voir que les nombres qu'on obtient comme fréquence ne sont pas du tout proportionnels à la fréquence principale. Et en effet, et ça correspond bien à notre expérience musicale parce que quand on entend les tambours, donc peut-être on entend plutôt les tambours ronds, on n'entend pas des fréquences pures quand on entend les tambours. Et ça, c'est un fait qui est mathématiquement peut être expliqué de façon qu'en effet, il n'y a pas de tambours homogènes, ça veut dire les tambours avec une membrane homogène qui est harmonique. Ça juste n'existe pas. Mais en même temps, donc, en même temps, si vous permettez à votre tambour d'avoir une membrane non homogène, vous pouvez avoir des tambours qui sont presque harmoniques. Donc, presque, ça veut dire que les fréquences ne sont pas exactement proportionnelles à la fréquence fondamentale, mais très proches. Et donc, ces tambours vraiment émettent les sons qui ressemblent un petit peu la son des cordes. Et l'exemple très connu, c'est une tabla, c'est un tambour indien. Et en particulier, le dayan, c'est le tambour à gauche, est presque harmonique. Donc, vous pouvez remarquer cette tache noire presque au milieu. Donc, en effet, c'est une substance qui est mise sur la membrane. Et donc, ça change la densité de membrane dans une partie. Et à cause de ça, le tambour devient presque harmonique. Donc, c'est vraiment
un instrument musical très intéressant. Donc, juste une remarque générale, je ne vois pas, donc si quelqu'un me pose les questions dans le chat, je ne le vois pas le chat sur mon écran. Donc, peut-être Samuel, peut-être vous pouvez me dire s'il y a des questions et poser des questions. Bon, donc un petit détour de notre question principale qu'on va discuter, les questions de multiplicité. Mais ce détour, on montre déjà sur un exemple très, très, très simple qu'il y a des questions intéressantes en termes de nombre qui sont reliées à tout ça. Donc, rappelons notre suite. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des valeurs propres multiples. Et ils sont dans un certain sens trivialement multiples parce que la multiplicité vient seulement de interchangement de M et N. Donc, ce n'est pas une multiplicité super intéressante. Et on peut poser la question, est-ce qu'on a des valeurs propres qui sont plus multiples que doubles? Qu'est-ce que vous pensez? Ou c'est au plus double? Bonjour, Evan. Bonjour, je connais la réponse. Peux-tu la donner? Je sais. OK. OK. Donc, en effet, la réponse est non. Et voici l'exemple le plus simple. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner une autre façon de représenter 125 comme une somme des deux carrés? Avec 2 au carré plus 11 au carré. Exactement. Très bien. Donc, alors, on a une multiplicité 4. Et en effet, on peut donner des exemples quand la multiplicité est arbitrairement grande. En fait, il n'y a pas de borne sur la multiplicité. Et la structure est très bien comprise. Et c'est une question intéressante en termes de nombre. Donc, alors, je vais laisser comme exercice combien de façons y a-t-il pour représenter un entier comme une somme de deux carrés. Et donc, avant de passer à la partie principale de ma présentation, juste je voudrais revenir pour un second exemple de tableau. Donc, juste pour dire que Yvan a eu une présentation super sur ce sujet. Donc, en effet, il y a une histoire très intéressante comment les Indiens ont trouvé la façon de créer cette tâche telle que le tambour devient presque harmonique. Donc, a priori, ça semble comme un défi très, très, très non trivial parce que harmonicité, c'est une condition très restrictive. Mais en effet, il y a il y a une histoire très intéressante comment on peut le faire. Bon, donc, c'est le temps d'introduire mes héros principaux, mes personnages principaux de ma présentation. Et le premier, c'est M. Gauss, que vous pouvez voir ici. Et Gauss a considéré le problème suivant, qui semble très naïf. Donc, alors, la question est de calculer le nombre de points avec les coordonnées entières M et N à l'intérieur d'un disque du rayon R, quand R devient très, très, très grand. Et donc, vous pouvez regarder ce dessin. Donc, alors, nous sommes intéressés par le nombre de tous ces points à l'intérieur de notre disque. Et intuitivement, c'est clair que la vraie difficulté est de comprendre quels sont près de la frontière sont en effet à l'intérieur et lesquels sont à l'extérieur. Donc, comment on peut compter ce point? Donc, posons un N de R, le nombre de points à l'intérieur d'un disque de rayon R,
Et c'est facile à voir, comme les coordonnées de ces points sont entiers, donc sont les nombres M et N. Et comme ils sont à l'intérieur du disque de rayon R, donc alors la distance entre M et N de l'origine doit être inférieure à R, ou bien la somme des carrés M carré plus N carré doit être plus petit que R carré. Et donc, on peut reconnaître tout de suite le M carré plus N carré qui était la valeur propre du carré que nous avons considéré avant. Et je vais faire le lien. Alors, ça, ce sera la raison pour la rencontre entre Gauss et Webb. Donc, un théorème très simple que Gauss a démontré dans les années 1810 est une formule asymptotique pour ce nombre n de R. Donc, alors, Gauss a démontré que le nombre de points est de façon approximative égal à pi r carré, ce qui est clairement l'aire de notre disque, plus un terme d'erreur, R de R, qui est un grand O de petit r. Donc, alors, qui croît à l'infini au plus linéairement en R. Et je vais vous donner la preuve. Donc, la preuve est en effet très simple et assez élégante. Donc, à chaque point entier, je vais vous faire le dessin. Après, je donne l'argument formel. Donc, alors, à chaque point Mn, à chaque point coordonné entier, je saisis une carré unité tel que ce point est son sommet sud-ouest. Donc, alors, si je prends mon dessin ici, disons, pour ce carré, le point que je choisis, c'est le point ici. Okay? Et si je fais ça, il devient clair que si M carré plus N carré est inférieur à R carré, donc le carré est continu dans un disque qui est de rayon plus grand que R par la diagonale de mon carré. Parce que la situation le plus pire que ça peut arriver, que mon sommet sud-ouest est presque à la frontière de mon disque. Donc alors, si je rajoute à mon disque la valeur de la diagonale, ce qui est égal à racine de 2, je suis certainement à l'intérieur de ce disque plus grand. Et parce que chaque petit carré est un carré unité, parce que les sommets correspondent au nombre entier, et chaque point entier correspond à un carré spécifique, le nombre de tous les points est plus petit que l'aire de disque de rayon en R plus racine de 2, qui est calculé par cette formule. De même façon, si j'ai un carré qui a une intersection non vide avec un disque de rayon R moins racine de 2, donc alors maintenant, je ne demande pas que mon carré est à l'intérieur du disque, mais juste l'intersecte. Et donc alors, s'il intersecte ce disque de rayon R moins racine de 2, par le même argument, M carré plus N carré est inférieur à R carré, et donc N de R est supérieur à l'aire de ce disque plus petit, qui est égal à pi R moins racine de 2 carré. Et donc maintenant, si je prends les deux inégalités ensemble, j'obtiens clairement ma formule, parce que le terme principal dans les deux inégalités est le même. Et vous pouvez voir le dessin ici. Donc ça, c'est exactement correspond à la compte des carrés. Donc les carrés solides sont complètement à l'intérieur, et les carrés grisés, ils intersectent la frontière, mais ils ne sont pas complètement à l'intérieur. Mais ils sont toujours dans le disque de rayon R plus racine de 2. Et on peut donner en effet une borne explicite sur le reste. Donc, c'est un nombre qui est donné ici, qui est linéaire en R. Et les questions que Gauss s'est posées est, est-ce que c'est une borne optimale? Donc, alors, il a posé la question, trouver la borne optimale
sur le reste. Et la raison pourquoi cette question est naturelle, parce que cette borne, dans un certain sens, est pas très fine. Parce que qu'est-ce que c'est fonction linéaire de R? C'est en effet la longueur de la circonférence. Donc, c'est clair que dans une région autour de la circonférence, nous avons quelque chose qui est difficile à contrôler. Mais cette borne, je dis qu'on ignore cette région et on estime de façon la plus facile qu'est-ce que se passe. Mais en même façon, certains points vont tomber à l'intérieur, certains points vont tomber à l'extérieur. Donc, alors, il y a on peut espérer qu'en effet, une borne plus fine est toujours vraie. Et effectivement, c'est le cas. Et c'est une conjecture fameuse de Hardy et Landau, qui a été proposée une centaine d'années après Gauss, dans les années 1916. Et cette conjecture dit que le reste, en effet, croît au plus comme racine carrée, mais avec une puissance juste un petit peu plus grande que 1,5. Donc, alors, en effet, on peut montrer que si je enlève plus epsilon, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai juste par quelque chose de très, très, très lent comme logarithmique. Donc, cette conjecture a été proposée et maintenant, il y a beaucoup d'expériences numériques qui confirment cette conjecture. Et aussi, nous savons que, comme j'ai dit, si c'est juste, c'est la borne est optimale. Et c'est un problème ouvert extraordinaire en théorie de nombres analytiques. Donc, alors, en effet, c'est relié aussi aux autres questions très importantes, comme le problème de diviseur de Dirichlet. Ça veut dire le problème de compter, donner l'asymptotique des sommes des nombres de diviseurs de tous les entiers jusqu'à un certain nombre R. Et souvent, les méthodes qui fonctionnent pour un problème fonctionnent pour l'autre. Donc, normalement, les résultats sont complètement miroirs pour les deux. Et je voudrais vous présenter une histoire, un petit peu, donc une histoire très, très courte. Donc, le premier avancement substantiel sur ce problème a été fait au début du XXe siècle par Voronoi et Sierpinski, qui ont démontré qu'on peut prendre comme exposant 2/3. Et après plusieurs améliorations par beaucoup de grands mathématiciens, le record mondial à date, c'est le résultat de Bourgain et Watt. Bourgain, c'était un des grands mathématiciens de l'époque moderne, qui était le médaillé Fields en 1994. Et ils ont démontré le résultat avec cette fraction intéressante qui est égale à 0,6274, etc. Et donc, dans presque 120 ans, on a un progrès très, très modeste de juste 0,04, donc la différence entre ces deux nombres. Donc, c'est un problème vraiment super difficile, même que je peux l'expliquer à mon fils de 9 ans. Donc, alors, c'est très facile d'expliquer la formulation. Et les méthodes qui sont utilisées, donc la preuve de Bourgain-Watt utilise vraiment les techniques super modernes de la théorie de nombres. Donc, avant, je reviens à la géométrie spectrale. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce moment? Donc, on va revenir à la géométrie spectrale. Et une des questions que je voudrais étudier est la question de distribution asymptotique de valeurs propres. Donc, alors, pour disons, prenons notre carré. Pour notre carré, nous avons une suite asymptotique, une suite des valeurs propres, donc une suite infinie. Et je voudrais comprendre comment cette suite est distribuée. Et je peux poser la même question pour n'importe quel domaine.
Et donc, pour répondre à cette question, on introduit un cousin de notre fonction de compte des points entiers. C'est la fonction de compte de valeur propre, que je vais appeler par n lambda, mais dans une forme différente. Donc, c'est le nombre de valeurs propres jusqu'à lambda. Et si je interprète le résultat de Gauss pour notre carré, je vais avoir le résultat suivant. Donc, alors, rappelons que nous sommes intéressés seulement par somme des carrés de nombres positifs. Donc, c'est environ un quart de disque. C'est ça, ce n'est pas le disque complet, mais juste c'est une quart de disque. Et donc, on obtient ce résultat. Et le cercle est de rayon racine de lambda, parce que nos valeurs propres sont m carré plus n carré inférieur à lambda, donc alors le cercle est racine de lambda. Et comme je dis, le facteur 1 quart vient du fait que mn sont positifs. Et donc, cette asymptotique est en effet un cas spécial d'un résultat de base en géométrie spectrale qui est applicable à n'importe quel domaine Barnet et en effet peut être généralisé dans un contexte beaucoup plus large comme le spectre des variétés riemanniennes, par exemple. Et ce résultat est appelé la loi de Weyl. Et donc, ça, c'est le deuxième personnage principal de notre histoire, Hermann Weyl, qui est vécu une centaine d'années après Gauss. Et la loi de Weyl dit la chose suivante. Donc, alors, je vais le formuler dans un cas de domaine planaire. Donc, considérons un domaine planaire Barnet et considérons le problème de Dirichlet sur oméga, ça veut dire considérons le problème aux valeurs propres pour le Laplacien avec les conditions limites U sur 2 oméga égale 0. Et le théorème qui a été démontré par Weyl dans 1911 et qui était conjecturé par un grand physicien britannique, Lord Rayleigh, en 1905, un petit peu avant, est que pour la fonction de compte de valeur propre, n de lambda, vous avez une asymptotique. Dans le terme principal, vous avez l'aire de oméga. Je vais faire un commentaire sur ça un petit peu plus tard. Avec un reste qui, a priori, ce qu'on peut dire que c'est juste un terme qui croît moins rapidement que lambda. Donc, c'est une borne qui est pire que dans le cas d'un carré, ce qui n'est pas surprenant parce que pour le carré, nous sommes capables de calculer tout explicitement. Et ici, pour un domaine quelconque, c'est impossible de calculer explicitement les valeurs. Donc, c'est un résultat extrêmement important. Et en particulier, il a une conséquence pour la question fameuse, est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? Donc, c'est une question de problème spectral inverse. Donc, vous pouvez remarquer que l'air est continu dans cette asymptotique. Ça veut dire que si vous connaissez toutes les valeurs propres de votre tambour, donc si vous pouvez entendre tous les sons émus par votre tambour, vous pouvez reconstruire son air. Et donc, la question qu'on veut demander, est-ce qu'on peut améliorer la borne sur le reste? Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose plus fort que ça, que cette petit O de lambda? Et donc, pour répondre à cette question, on va étudier le carré, mais dans ce cas, avec une plus de détails. Donc, rappelons que nous sommes intéressés seulement par par un quadrant positif, parce que nos nombres mn sont tous positifs. Mais si je suis vraiment méticuleux, je remarque la chose suivante, que j'ai des points entiers sur chaque
demi-axes. Et j'ai au total, donc, comme mes valeurs pro sont tous positifs, donc quand M et N sont tous positifs, les deux demi-axes qui sont ici sont les deux exclus, parce que les demi-axes correspondent à ou bien M égale 0 ou bien N égale 0. Donc, alors, je dois exclure tous ces demi-axes. Mais en même temps, j'ai 4 demi-axes au total. Donc, le disque au complet possède 4 demi-axes. Donc, vous voyez 2 ici, mais ici, il existe 2 autres. C'est ça. Donc, alors, si je voudrais prendre une vraie quart, je dois rajouter une demi-axe. Donc, le vrai quart contient une demi-axe. Et les points qui m'intéressent, je dois exclure le demi-axe. Et donc, c'est facile de voir que si j'ai un disque de rayon racine de lambda, il y a à peu près racine de lambda point entier sur chaque demi-axe. Et donc, de formule que je viens d'obtenir avant pour le nombre des points entiers ou bien pour les valeurs propres de carré, je dois soustraire cette racine de lambda. Et donc, on obtient une asymptotique qui s'appelle l'asymptotique à deux termes, qui est donnée par cette formule-là. Et évidemment, le fait que je peux écrire le reste dans la forme petit O de racine de lambda, ça demande un petit peu de travail, mais en effet, c'est une conséquence de ces résultats de Sierpinski que j'ai mentionné avant. Donc, alors, pour le carré, nous avons cette formule à deux termes. Et en fait, Weil a conjecturé qu'un résultat similaire est vrai pour tout domaine avec une frontière suffisamment régulière. Donc, j'ai déjà dit que le premier terme, ça correspond à l'aire de oméga. Et donc, effectivement, on peut voir que l'aire d'un carré, c'est pi carré. Donc, pi carré sur 4 pi, c'est exactement pi sur 4. Est-ce que quelqu'un peut deviner à quoi correspond le deuxième terme? À quelle quantité géométrique ou à quel objet géométrique? Donnez une suggestion. Est-ce que ce serait au rayon qu'on exclut d'un des quarts de cercle? Oui, oui, ça c'est vrai, mais, mais ça c'est, cette interprétation est vraie pour un carré. Mais pour un domaine arbitraire, ça doit correspondre à une quantité géométrique du domaine. C'est ça, intrinsèque. Donc, à part de l'aire, pardon? Périmètre. Périmètre, exactement. Donc, en effet, ça c'est moins le périmètre de domaine divisé par 4pi. Encore une fois, pour le carré, c'est 4pi sur 4pi, donc on peut retrouver notre racine de lambda. Et donc, ça, c'est une conjecture de Weil qui est plus de centaines d'années et qui est toujours ouverte, en effet, dans la forme générale, toujours ouverte. Mais elle a été démontrée en 1980, donc il y a 40 ans, par Victor Ivry, qui est présentement professeur à Toronto, sur une condition qui est assez étonnante. Donc, alors, dans les dernières 15 minutes, je vais vous expliquer cette condition-là, parce que ça aussi nous amène à un sujet qui est très amusant. Donc, tout le monde, j'imagine, a joué de billard. Et en mathématiques, il existe une notion de billard mathématique. Et c'est un système dynamique qui en effet est très intéressant, bien qu'il est très simple. Donc, en effet, vous pouvez prendre n'importe quel domaine, encore une fois avec une frontière qui est assez régulière. Et donc, vous prenez une
considérez une particule à l'intérieur du domaine. Et la seule chose que vous présumez est que quand cette particule fait un mouvement rectilinéaire, et donc quand elle touche la frontière, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc, vous pouvez avoir toutes sortes de trajectoires. Et en effet, c'est un sujet qui est extrêmement riche. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser sur ce système dynamique. Et la partie qui est particulièrement intéressante pour nous, c'est les trajectoires périodiques. Donc, ça veut dire les trajectoires qui se referment. Et donc, voici un exemple. Donc, considérons un billard elliptique. Dans un billard elliptique, donc, vous pouvez avoir plusieurs sortes de trajectoires périodiques. Donc, peut-être le plus simple, c'est juste une trajectoire comme ça. Donc, se referme après une seule réflexion. Mais on peut avoir des trajectoires beaucoup plus compliquées, donc qui se referment après beaucoup plus de réflexions. Mais a priori, il est clair que si vous considérez toutes les trajectoires possibles, quelles sont les chances que la trajectoire va se fermer? Donc, les chances sont très, très minuscules en réalité. Ça. Donc, alors, c'est clair que en général, les trajectoires périodiques sont rares. Donc, comment on peut formaliser ce que je dis? Donc, en effet, toute trajectoire de vitesse unité, donc on pense toujours que la vitesse est fixée à 1, toute trajectoire est uniquement définie par deux objets. Donc, si on fixe le point de départ et on fixe la direction, on fixe la trajectoire. Parce qu'après, tout ce qui se passe avec la trajectoire est complètement déterminé par la géométrie de votre domaine. Donc, alors, dans le cas d'un domaine planaire, combien de paramètres on a? Donc, on a deux paramètres qui définissent le point de départ, parce que c'est un point sur le plan, et une direction. Et ça, c'est qu'est-ce que c'est la direction? C'est juste un seul paramètre, c'est l'angle. Et donc, on peut imaginer que l'espace de toutes les trajectoires, c'est un certain espace de 3 dimensions, parce que vous avez 3 degrés de liberté. Et sur cet espace, on peut définir la notion d'une mesure, ou comme volume, d'une façon naturelle, et donc on peut mesurer les volumes des ensembles de trajectoires. Et donc, le résultat de Ivry dit que la conjecture de V, ça veut dire l'asymptotique à deux termes, est vraie si la mesure de trajectoire périodique de Billiard dans oméga est nulle. Ça veut dire que vous avez vraiment très, très peu de trajectoires périodiques. Et une autre, donc alors on dit qu'un tel domaine, donc si vous avez un domaine qui satisfait cette condition, on dit que ce domaine respecte la condition de non-périodicité. Et vous pouvez poser les questions, donc, pourquoi vous avez une condition dynamique? Donc, parce qu'on a considéré un problème spectral, et je vous avais déjà convaincu que peut-être il y a un lien entre les théories spectrales et les théories de nombres, mais ici, d'un coup, on a une condition qui vient d'un autre domaine de mathématiques qui est complètement différent. Donc, en effet, il y a une raison très profonde qui je vais juste mentionner, mais sans aller trop dans les détails. Donc, ça correspond à ce qui est appelé le principe de correspondance de Bohr en mécanique quantique. Donc, alors, il y a vraiment une raison très profonde physique pourquoi les conditions dynamiques sont reliées à la propriété spectrale. Mais juste pour compléter cette histoire, vous vous souvenez que Weil a conjecturé que son résultat est vrai pour
tous les domaines euclidiens. Ivry a démontré ce résultat sous cette condition de non-périodicité. Et il a suggéré comme conjecture que, en effet, tous les domaines euclidiens respectent cette condition. Donc, alors que tous les domaines euclidiens respectent la condition de non-périodicité. Et cette conjecture est toujours ouverte. Il y a très peu de résultats sur cette question. Ce n'est même pas connu dans le cas des, disons, ensembles planaires convexes et lisses. Donc, même dans ce cas, ce n'est pas connu. Et il y a beaucoup de recherches actives sur cette question. Encore une fois, c'est une question qui est formulée de façon très simple. Et on remarque que si on nous permet de partir de la monde euclidienne, de considérer des billards sur des surfaces, par exemple, sur les surfaces dans R3, on peut facilement construire un exemple, et ça, c'est une billard sphérique. Donc, imaginez que vous avez une billard sur la sphère. Donc, quels sont les analogues des mouvements rectilinéaires sur la sphère? Donc, quels sont les analogues de lignes droites sur la sphère? Qui peut dire? Les grands cercles. Les grands cercles, exactement. Ce sont les géodésiques. Donc, alors, c'est la façon de rejoindre deux points sur la sphère de façon le plus courte. Et les grands cercles sont fermés. Donc, en effet, toutes les trajectoires sont fermées sur la sphère. Donc, alors, vous avez une billard avec toutes les trajectoires fermées. Et en effet, l'analogue de conjecture de Weyl n'est pas vrai sur une sphère. Donc, on peut démontrer, ça c'est bien connu, que sur la sphère, vous n'avez pas une asymptotique à deux termes. Et donc, vraiment, cette condition de non-périodicité, il est vraiment essentiel pour la validité du résultat de conjecture de Weyl. Et un exercice intéressant est de caractériser les trajectoires périodiques de billards dans un carré. Donc, alors, considérer un carré, considérer les billards dans un carré. Et on peut démontrer dans ce cas explicitement que la mesure des trajectoires périodiques est égale à 0. Et ce qui est très curieux, c'est encore une fois une question reliée à la théorie de nombres. Donc, alors, les théories de nombres apparaissent encore une fois à la fin de notre histoire. Donc, mes remarques finales. D'abord, comme j'espère que je vous ai convaincu, en mathématiques, il y a plusieurs sujets qui sont interconnectés, même qu'ils sont différents. Et il y a des liens vraiment surprenants. Et à mon avis, c'est ce que fait les mathématiques un sujet si beau. Parce que souvent, les solutions d'un problème viennent des idées qui sont a priori complètement loin du problème original. Deuxième point, qu'il y a beaucoup de problèmes avec des formulations très simples, comme le problème de cercle de gaz, qui en réalité sont très difficiles. Ou, disons, ce problème de caractériser les billards périodiques, les trajectoires périodiques sur un billard. Et finalement, que peu importe la théorie de nombres, la géométrie spectrale, si ça vous intéresse, vous pouvez faire les deux chez nous au DMS. Merci. Merci beaucoup pour la conférence. S'il y a des questions, on vous inviterait à soit lever la main ou simplement vous unmute et poser votre question. Oui, bonjour. Donc, je vous remercie pour la conférence. C'était intéressant. J'aurais une petite question.
sur le problème du comptage du nombre de points dans un cercle. Mhm. J'aimerais savoir si on peut compter le nombre de points sur le cercle, sur la bordure du cercle. Si on connaît une formule exacte qui nous donne le nombre de points, par exemple, ou une approximation sur la bordure du cercle. Mais vous voulez dire sur les circonférences? Oui, sur la circonférence. Mais je pense que la question de calculer les nombres de points entiers sur les circonférences, si vous vraiment considérez les circonférences, ce n'est pas super intéressant parce que souvent, vous allez voir aucun point entier sur les circonférences. Mais un problème qui est intéressant est, vous pouvez considérer des anneaux. Donc, alors en particulier, on peut prendre des anneaux assez minces et considérer le compte des points détruits dans les anneaux. Et cette question est intéressante, a été beaucoup étudiée. Donc, en particulier, il y a plusieurs régimes. Donc, alors, vous pouvez changer le rayon de l'anneau et la largeur. Et donc, dans différents régimes, vous allez avoir des différents résultats. Donc, je voudrais prévoyer que je ne suis pas expert en théorie de nombres. Donc, alors, je ne connais pas vraiment toute la littérature sur ça. Mais ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. Ok. Et pour finir, la raison pour laquelle je demande ça, c'est parce que j'aimerais savoir si on pouvait appliquer le théorème de Pick, par exemple, pour si on connaît le nombre de points sur la bordure, on pourrait en déduire le nombre de points à l'intérieur et à l'aide de l'aire du cercle. Mais le théorème de Pick est le théorème pour les polygones, n'est-ce pas? Oui, on fait tendre le polygone vers on fait en sorte que le polygone soit le plus proche possible de la circonférence. Et donc, Oui, mais donc je doute que ça peut être fait. ok, merci. Oui, bonjour. J'avais une question plus sur le début de la conférence quand Oui. vous avez dit qu'il existait des tambours harmoniques. Mhm. Bon, une fois qu'on a un tambour, qu'on a construit l'objet physiquement, on peut plus vraiment modifier les conditions frontières du problème. Mais est-ce que c'est quand même capable de modifier en quelque sorte les notes qu'on va jouer, donc le spectre, juste en tapant à différents endroits sur la membrane ou en... Est-ce que ce serait possible, mettons, de produire un Do ou produire un Mi en tapant à des endroits différents, construire le tambour pour qu'on puisse jouer différentes notes dessus? Donc, oui, donc je pense que effectivement, sur un tambour réel, donc d'abord, c'est évidemment l'équation que je vais vous présenter, le problème de Dirichlet, c'est juste une modèle, mais ce n'est pas une vraie équation qui gère la vibration d'un tambour, en particulier parce que c'est plutôt donc en réalité, c'est un problème en 3D. Et donc, vous avez aussi les parties qui sont en bas de membrane. Et donc, la forme de cette partie aussi joue un rôle important dans la façon dont les notes se produisent. Donc, un exemple que je connais, parce que j'ai eu une étudiante qui a fait une maîtrise sur ce sujet, une tympanie, timbale, je pense que c'est le mot en français. Donc, c'est un tambour, en anglais, je pense que c'est kettle drum. Donc, c'est un tambour avec une partie assez élevée. Donc, alors, il y a une grande partie de forme un petit peu parabolique qui correspond à la partie basse du tambour. Et ce tambour-là, à cause des phénomènes non linéaires qui viennent de la influence de cette partie en bas, elle peut produire des sons comme des notes particulières. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas-là, j'aimerais en profiter pour remercier une nouvelle fois le professeur Josif Polterovitch. Et
annoncer que la semaine prochaine, nous allons accueillir Philippe Gagnon. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Et merci d'être venu. Merci à vous. Et merci, c'était très intéressant. Merci.